point. Le point, vous le savez, mesdames et messieurs, est cette tribune que nous dédions aux journalistes et aux analystes politiques pour décrypter les sujets qui ont fait la une de l'actualité de la semaine. Et pour nous accompagner, nous avons sur ce plateau ce soir Ambroise Ponjo. Il est le directeur de publication du journal de The Guardian. Ambroise, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectatrices et téléspectateurs de la télévision d'État Santé. Voilà, également sur ce plateau, nous avons Alassane Antoro. Il est le directeur de publication du journal Vérité des Peuples. Alassane, bonsoir. Oui, bonsoir Adé, bonsoir aux téléspectateurs. Mais je rapporte un petit... C'est pas Alassane Antoro, mais voilà. C'est Antaro. Antaro, effectivement. Voilà, avec vous, on va passer au crible des sujets que nous avons retenus. Il s'agit de 3 sujets. Nous allons parler dans un premier temps de la grève des étudiants. En seconde partie d'émission, il sera question pour nous de revenir sur le problème qui oppose l'opposition et le parti au pouvoir sur la question des réformes. Et enfin, nous finirons en toute beauté avec ce problème au sein de la CNSS et qui sera peut-être le dernier sujet de notre émission. Voilà, pour commencer, nous allons planter le décor avec cette vidéo qui montre les temps forts du procès des étudiants arrêtés lors des manifestations sur le campus universitaire de Lomé. Tribunal correctionnel de première instance de Lomé, avec à la barre 7 étudiants de l'université de Lomé accusés de rébellion et de dégradation. Interpellés lors des manifestations ayant émaillé le campus universitaire de Lomé les 14, 15 et 16 juin dernier, ces 7 étudiants ont comparu ce lundi après-midi pour leur procès. Après lecture des accusations portées contre eux, ils ont tous renié les faits qui leur sont reprochés. À défaut de preuves matérielles de leur rébellion et dégradation, le procureur a requis contre 5 d'entre eux la relaxation et une peine de 6 mois avec sursis pour les 2 autres, dont ni l'innocence ni la culpabilité n'est établie. Il n'y a aucune preuve, La preuve matérielle, elle fait cruellement défaut. Parce que lorsqu'on parle d'une résistance à une autorité, il va falloir qu'on nous démontre en quoi cette résistance, en quoi ça constitue. Lorsqu'on nous dit qu'un prévenu ou un étudiant qui n'avait pas un sac à main, ça veut dire que lui, il était en train de lancer des projectiles aux agents de sécurité. Donc, lorsqu'on nous dit que quelqu'un, compte tenu du fait qu'il aurait entre-temps changé de ses vêtements, donc c'était pour aller tirer ou lancer des pierres, tout ça là, ces éléments-là, juridiquement, ce n'est pas fondé, donc aucune infraction, ce ne sont que des règlements de compte. Du côté de la défense, les avocats ont plutôt attiré l'attention du président du tribunal sur l'absence de preuves matérielles dans cette affaire pénale, et aussi l'excès de supposition du parquet, créant ainsi un doute raisonnable sur la culpabilité présumée de ces 7 étudiants. Après délibération, le président du tribunal a rendu son verdict final, acquittant les 7 étudiants accusés de toutes les charges requises contre eux. Je pense quand même que le tribunal, notamment la juge, a rendu une décision courageuse en déclarant non coupables tous les prévenus que sont les étudiants qui ont comparu devant elle pour rébellion et destruction. Nous pensons que la juge a estimé que ces infractions ne tiennent pas. Elle est allée à relaxer au bénéfice du doute, mais en réalité, c'est de l'inexistence de l'infraction qu'il s'agit. Après le procès de ces 7 étudiants traduits devant la justice parmi la multitude arrêtée, devrait suivre celui du président de la Ligue togolaise des droits des étudiants, Foli Sativi, et d'un autre étudiant au nom d'Amagbenyo Emmanuel, accusé de troubles à l'ordre public. Ce procès a été reporté au 26 juin prochain. Pour rappel, le 7 juin dernier, la présidence de l'université de Lomé avait interdit provisoirement toute manifestation estudiantine sur le campus, décision que la LT2E aurait violée et qui aurait conduit à ces arrestations. Voilà, retour sur ce plateau, chers invités. Ambroise Ponjo, vous venez de voir ce spectacle désolant auquel nous avons assisté durant plusieurs années. Déjà, en tant que journaliste, qu'est-ce que cela suscite en vous? Moi, c'est une indignation de ma part parce que je ne conçois pas que l'on puisse infiltrer le temple du savoir, l'université de Lomé, pour des raisons que j'ignore, tout simplement parce que les étudiants qui ne sont pas des voyous, qui ne sont pas des bandits, veulent organiser une assemblée générale d'information à l'intention des étudiants. Et que, par quelle mouche appliquée, les autorités universitaires ont fait débarquer des forces de sécurité sur le campus, bastonner, molester, maltraiter les étudiants. Ce n'est pas une première. C'est vrai que ce n'est pas une première.
Mais cette fois-ci, ils ont franchi le Rubicon. Pour des grabuges qu'ils ont eu à commettre sur le campus. Appuyés par les vigiles, c'est-à-dire la police universitaire, qui ont bastonné des gens, qui ont... Je crois que ces faits-là ne doivent pas rester impunis. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, tout ça là, c'est le cinéma qu'ils ont présenté. Vous avez vu que la juge a été courageuse, elle a pris une décision pour élargir, pour libérer ces étudiants-là, et avec l'appui du conseil des étudiants. Mais je crois que à ce stade où nous parlons, le professeur Kokoroko devait démissionner. Moi, je vais droit au but, je suis direct. Pourquoi devrait-il démissionner? Parce qu'au temps du professeur Ahadji, on aurait accusé Ahadji de tout, des noms d'oiseaux, de tous les traitements possibles. Mais je ne crois pas que Ahadji est arrivé à ce stade. Et vous savez, lorsque ce monsieur a pris la parole en tant qu'universitaire dans un débat hautement politique concernant la rétroactivité de la loi constitutionnelle, je me rappelle, il avait eu le courage, lui, d'avancer ses pensées, de réagir sur le sujet en tant qu'universitaire. Et moi, j'étais le premier des journalistes à dire que ce monsieur, son intervention, parce que beaucoup parmi eux ne réagissent jamais sur les sujets politiques, mais son intervention peut cacher quelque chose. Et ça cachait quoi selon vous? Quelques 2 ans ou quelques années ou quelques mois après, le monsieur a eu une promotion au niveau de l'université, président de l'université, un monsieur de moins de 45 ans. C'est bien, il est jeune. Il est compétent, est-ce qu'il faut forcément... Non, il est compétent. Et à ça, je lui reconnais cette compétence-là. Et après, il est nommé dans une commission de réforme. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, mais qu'est-ce que ça vaut avec la manifestation des étudiants? Oui, c'est la récompense de la position prise par rapport à cette histoire de l'anticonstitutionnalité d'une loi qui met en mauvaise posture le pouvoir togolais. Voilà. Mais aujourd'hui, ce qui est regrettable, on demande aux gens de ne pas s'organiser pour organiser des AG. De surcroît, l'infraction qui serait établie contre ces étudiants-là, c'est qu'ils ont troublé, ils ont été fauteurs de troubles au campus. Certains les accusent d'avoir usé des jets de pierre et autres pour sortir les autres camarades. Moi, je dis, tous on est passé par là. En notre temps, c'était plus chaud que ça. Mais qui viendra le faire à votre place? Oui, mais ce n'est pas des actes encouragés. Est-ce que c'est bien de lancer, par exemple, des cailloux? Aucun étudiant... C'est vrai qu'il réclame, voilà. Moi, j'ai posé la question. Voilà. J'ai même rencontré le délégué général de l'université. Aucun étudiant n'a lancé des pierres à l'endroit de qui que ce soit dans un amphithéâtre, ou dans un amphithéâtre, ou dans une école, pareil. C'est vrai que les étudiants sifflent souvent pour faire sortir leurs camarades. Voilà. Ça, ils le font. Voilà. Jusque-là, il n'y a pas encore de problème. Mais c'est des arguments que les autorités universitaires trouvent pour pouvoir mater. Et je précise que nos autorités, ils ont souvent peur des étudiants parce qu'ils se disent que c'est un temple de savoir, mais c'est aussi un nid de fomentation politique des partis politiques. Mais l'autorité a peur d'avoir 2 serpents. Un serpent à 2 têtes. On va revenir sur le cet maître aspect. était le serpent à une tête qui était craint. Voilà. Maintenant que la LTDE vient d'arriver, si vous ne matez pas ce serpent-là qui devient un serpent à 2 têtes, vous avez tous les problèmes du monde. Voilà. On reviendra sur cet aspect. C'est ce qui explique cette réaction qui est démesurée et qui, franchement, doit interpeller beaucoup de gens. Voilà, réaction à Alassani? Oui, je crois qu'il ne faut pas mélanger les choses. Puisque Ambroise parlait aujourd'hui de Kokoroko qui, entre-temps, était pour l'anticonstitutionnaliser. Je crois que ça c'est un aspect politique. Aujourd'hui, on parle d'un mouvement d'étudiants. Les étudiants ont le droit de réclamer leurs droits, si j'ose permettre cette tautologie. Bon, il y a une chose, on dit vous réclamez vos droits parce que il n'y a pas assez d'amphithéâtres, l'électrification, la sécurité au sein de l'université, vous êtes en droit de réclamer. Mais lorsque on réclame avec violence, la Constitution refuse cela. C'est-à-dire qu'il y a des articles pour vous demander
ou bien de vous plier devant la justice, parce que c'est la Constitution qui le dit et c'est la loi suprême de l'État et que c'est nous tous qui l'avons. Les étudiants ne reconnaissent pas avoir réagi avec violence. Voilà, mais voilà un peu ce qui se passe. C'est que c'est sur ce chef d'accusation-là qu'ils ont été entendus à la justice. Mais il n'y a pas eu d'éléments de preuve. Mais il n'y a pas de preuve parce que les avocats ont reconstitué un peu les faits et comme quoi ils n'ont pas été accusés parce que, bon, on ne reconnaît même pas, il y a le dossier vide. Il est vide alors. Le dossier est vide. Maintenant, le problème, c'est que il semblerait, selon ce que moi j'ai appris, il semblerait que M. Kokoroko, selon ses déclarations, le monsieur qui gère ce que vous appelez la Ligue togolaise des droits des étudiants, Sachivi, il semblerait qu'il n'est pas inscrit. Mais il a fourni des pièces, les pièces. Ah, mais il semble, c'est ce que le président, cette tautologie parce que c'est ce que le président de l'université a dit, voilà, qui n'est pas inscrit réglementairement au campus universitaire et que la Ligue togolaise aussi de droits des étudiants n'est pas reconnue par l'autorité compétente, l'administration ou bien le ministère de l'administration territoriale. Moi, je dis... Ce ne sont pas deux éléments peut-être contradictoires parce qu'il y a par exemple... Il n'y a pas de problème. Il y a par exemple le récépissé. Il ne faut pas le récépissé, la fiche mais celui qui le dit, c'est une autorité compétente, le président de l'université. Oui, est-ce qu'il contredit les preuves qui sont Je ne refuse pas. Aujourd'hui, ils sont encore sous les verrous, on va les entendre et puis ils sont en train de reconstituer. Moi, je suis d'accord que les étudiants réclament leurs droits. Mais à partir du moment où c'est associé à une certaine violence, il y a de quoi attiquer. Parce que ce n'est pas des gens de rien qui sont là-bas. C'est la relève de demain qui est là-bas. Et dire que cette relève de demain-là est associée à la violence, il y a de quoi maintenant se demander... À se poser beaucoup de questions. À se poser beaucoup de questions sur leur bonne foi. Bon. On reconnaît quand même qu'aujourd'hui, il y a un manque criard d'amphi, il y a la sécurité qui manque, il y a le manque d'électricité au sein de l'université, sans compter aussi les allocutions et puis les aides des étudiants. Voilà. C'est des problèmes. Nous tous, on a passé par là, on sait ce que c'est. Lorsque vous n'avez pas des aides pour aller à la bibliothèque, c'est tellement terrible, c'est pénible. Mais le problème ne date pas d'aujourd'hui. Comment comprendre ça? Parce que ça fait plusieurs années que les étudiants réclament la même chose. Ce que moi, je dois demander à l'autorité, c'est d'avoir une certaine propension pour le problème des étudiants. C'est-à-dire que c'est toujours répétitif. À telle enseigne qu'on se demande où est l'autorité. Est-ce que l'autorité n'a pas abandonné? Et il y a un certain... Ça dit que l'autorité a lâché les étudiants. Parce que c'est eux qui vont prendre la relève de demain. Et ils réclament leurs droits. Maintenant, vous faites la sourde oreille. Il y a de quoi à ce qu'il y ait de cet élément. Donc, je crois que fondamentalement, il y a le problème de bonne foi du gouvernement qui doit maintenant s'impliquer davantage pour venir... pour chercher des voies des moyens, pour trouver une solution pour les étudiants qui sont, je le rappelle, dans leurs droits. Voilà. Moi, vous savez, quand ces discours-là viennent, quand on dit souvent que tel monsieur ou tel étudiant n'est pas inscrit régulièrement à l'université, ce n'est pas la première fois qu'on entend ces discours-là. Il suffit que l'étudiant soit le porte-parole, qu'il soit le dirigeant d'un mouvement qui inquiète les autorités universitaires, qui influence sur le campus. Vous allez voir, on va vous sortir de n'importe quoi, vous dire qu'ils ne sont pas réglementaires. Encore une seconde chose, on vous dit qu'ils ne sont pas, la situation n'est pas régulière. Mais quand les gens vont à l'administration territoriale, reçoivent non seulement le récépissé, mais déjà un numéro d'enregistrement, c'est fini. On dit après un mois, ils peuvent exercer. C'est fini. C'est pas 1 ou 6 mois, je ne sais pas trop. Eux-mêmes, c'est les violateurs de toutes les lois de cette République. Je le dis. Parce que si je veux me référer à certains tests, à des tests qui confèrent à des réformes politiques, mais qui sont les premiers à violer les lois? Donc, moi, je dis que toutes ces histoires-là, et ce que je ne comprends pas, c'est le fait de ne pas entamer, de ne pas rentrer en dialogue avec les étudiants. Parce que les mêmes revendications sont là depuis des années, depuis des dizaines d'années. C'est vrai qu'il y a des efforts qui se font. Mais si les étudiants veulent entrer en revendication, vous n'êtes pas à même de les interdire. Où est-ce que vous voulez qu'ils se rassemblent pour pouvoir échanger des informations et savoir quelles sont leurs réservées par rapport à leurs conditions de vie d'études? Ça ne se fait pas. Les gens cherchent tout simplement à mater les gens. On ne mate pas. Le Togo n'est pas le seul pays dont l'université est souvent émaillée par on a vu des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux, hein, où on voyait des forces de l'ordre mater les étudiants comme des animaux. Ce n'est pas la première fois. Voilà. Nous, en notre temps, en 99-2000,
il y avait eu un mort sur le campus universitaire. Les gens avaient accusé le Hakam en ce moment-là, des individus armés de flèches avaient intégré le campus, ils avaient escaladé le mur. Il y avait eu des morts, je me rappelle très bien, autant de Lawson, Helou et de Lamboni, Lorempo. Vous allez voir combien de fourgonnettes sillonnaient le campus. Moi, j'ai été poursuivi jusqu'au niveau de la FISEC par des fourgonnettes. Quand ils étaient arrivés au niveau des AUS, ils étaient obligés de partir parce que moi, j'étais un homme de vitesse. Donc, moi, j'étais très loin. Donc, je vous dis qu'en réalité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Si les problèmes ne datent pas d'aujourd'hui, il appartient aux autorités de prendre, pas les taureaux par les cornes, mais de prendre au sérieux ce que revendiquent les étudiants. Parce que sur la plateforme revendicative, vous allez voir qu'il y a tant de choses qui le font. Voilà. Ils ont construit des amphis, c'est bon. Mais aujourd'hui, il y a un nombre important d'étudiants, 50 000 étudiants. En longtemps, on était peut-être 8 000 ou 10 000 ou 12 000. Mais comment allez-vous considérer la gestion de ces étudiants? Ce n'est pas en mentant, ce n'est pas en infiltrant la franchise universitaire, en violant les franchises universitaires que vous allez le faire. Vous mettez de l'huile sur le feu et prêtez des intentions politiques à certains étudiants. Je suis désolé. On vous dira qu'il y a le cas, qu'il y a des infiltrations dedans. On parle de Aoudi qui serait temps. Tout ça, là, c'est des histoires. Mais eux-mêmes, est-ce qu'ils n'ont pas des infiltrations politiques au sein des étudiants dans le campus? Vous parlez d'eux-mêmes, vous parlez de qui? Mais les gens toujours prêtés au Hakam, proches du pouvoir. C'est ça. Donc, je répète cela en disant que ils se disent, un serpent à deux têtes sera difficile à combattre. Rapidement étouffé dans l'œuf, la seconde tête de ce serpent-là que nous combattons depuis longtemps. Donc je parle du MET, qui est un mouvement reconnu. En longtemps, c'était le CIB. Mais aujourd'hui, je crois que l'autorité doit s'asseoir à la table. Le professeur Kokolokoyi n'est pas si âgé pour comprendre ce qui se passe au sein des jeunes. Il est jeune comme les gens. Dans un communiqué, il a dit, il a vanté ses mérites. C'est encore des communiqués laconiques. Il a dit qu'il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits, par exemple. Moi, je le connais. En tant que journaliste et ancien étudiant, qu'il y a des efforts qui sont faits. Parce qu'en longtemps, on était en première année de droit, on était 525. Vous vérifiez maintenant, ils sont plus de 1500, ou près de 2000. Donc, c'est dire qu'il y a un nombre important aujourd'hui d'étudiants auxquels il faut trouver des arbuties, des contorsions pour pouvoir les gérer. Mais on ne gère pas avec la violence. La violence, voilà. Il ne doit pas gérer avec la violence, je suis désolé. Rapidement, Antero, réaction. Bon, moi, je me dis que, en fait, c'est un problème qui déborde un peu les entendements. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, fondamentalement, c'est d'avoir un regard sur le problème des étudiants. Parce que, il faut quand même le reconnaître, ce n'est pas aujourd'hui. Nous tous, on a été étudiants. Moi, ce que moi j'ai cru comprendre, c'est ça, je vous ai expliqué comme quoi le monsieur n'est pas inscrit. Mais là, il faut qu'on aille aux infos pour voir si effectivement il a rendu public les fiches d'inscription. Voilà. Si je ne serais pas d'accord qu'un intrus vienne maintenant troubler l'ordre qui règne au campus. Mais si maintenant c'est rétabli, il n'y a pas de problème. Non, on parle le même langage. Je dis si c'est rétabli qu'effectivement il est inscrit au campus, c'est tout à fait normal qu'on réclame les droits. Parce que dans tous les secteurs... Mais il n'est pas le seul à réclamer ses droits. Il n'y a pas de problème. Il n'est pas le seul, mais c'est lui, c'est que la société est hiérarchisée. Et lui, il a la tête de l'organisation. Donc, si c'est rétabli qu'effectivement il est inscrit, il n'y a pas de problème. Je me dis qu'il faut quand même que le gouvernement fasse un effort dans ce sens. Parce que vraiment, ça devient tellement répétitif que l'image du pays même se trouve être écornée au regard des autres nations. Parce que les gens se moquent un peu du pays, comme quoi, et voilà les forces de l'ordre qui matent les étudiants, là où se trouve être le temple du savoir, ainsi de suite. Vous voyez, c'est l'image qui est écornée. Donc moi, je me dis que, du coup, il faut chercher une solution durable. Parce qu'il ne faut pas peut-être... aujourd'hui dire, bon, nous avons construit tel amphi et nous avons électrifié tel coin. Et puis demain, le même problème revient sur le tapis. Et là, nous allons assister plutôt à un certain renouvellement de ces mouvements d'humeur au sein du campus. C'est que c'est, je ne sais pas, le pays qui se trouve dans de mauvaises postures au regard des autres nations. Là, ça ne fait pas un peu sérieux. Je pense qu'il faut, il faut que, pour conclure, il faut qu'on cherche un peu le dialogue aussi. Parce que le dialogue et la concertation, là, je crois, c'est par ces voies-là aussi qu'on peut résoudre ces problèmes. C'est-à-dire qu'on écoute les étudiants.
C'est-à-dire vous retrouvez sur la table de négociation. Voilà, les étudiants ont déjà étalé et un certain nombre de revendications. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, voilà, vous savez, nous, compte tenu des moyens dont nous disposons, nous allons faire ceci et l'année prochaine on fait ceci. Mais lorsque tout le monde se claque-mure dans un meeting qui ne dit pas son nom, tu vois, chacun tire le drap de son côté et là, ça ne fait pas ce On ne peut pas éternellement compter sur les gens pour régler les problèmes. Des gens comment? Les armes, des armes, ne règlent jamais les problèmes. Les gaz lacrymogènes là, ils sont de différentes sortes. Hein. Il y a des gaz qui tuent immédiatement. Des gaz qui... Ils ne sont pas utilisés pour le maintien de l'ordre. Quand ça vous rentre dedans, vous êtes complètement déchiqueté. Donc, c'est-à-dire que ces étudiants qui sont gardés pour être jugés le 26 là, je serai la place des autorités, je vais les libérer. Parce que ça s'est passé en 90. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça. Ouais. Et je ne comprends pas. Vous savez que l'histoire se répète dans tous les pays et ça peut se répéter chez nous. Regarde le monde des étudiants qui étaient là. Et c'est des jeunes qui sont des fois surexcités et survoltés. Ils sont prêts à tout. Donc avec ça, vous ne pouvez pas compter éternellement sur les armes. Les armes aussi, à un moment donné, se taisent. Vous pouvez tenir les armes, mais il va arriver un moment où vous déposez, vous fuyez. Ça s'est passé en Indonésie avec Charto. Ils ont tiré, il y a 40 morts. Ils ont encore tiré 60 morts. Mais finalement, ceux sur qui ils tirent, les gens sont en cours toujours, ils ont laissé les gens, ils sont partis. Donc moi je dis une chose, c'est que nous sommes tous des Togolais, nous sommes une nation en fondation et en création. Il ne faut pas créer des problèmes là où ça ne se trouve pas. Les étudiants, c'est nos enfants, c'est nos petits frères, c'est nos petites sœurs. S'il y a pas un problème, appelez les dirigeants, discutez avec eux. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a des délégués généraux qui souvent ne sont pas en concordance avec ce que les leaders de ces associations revendiquent. Ils sont souvent de mèche avec les autorités universitaires. Vous savez, en matière de syndicats, on ne s'abaisse pas devant les gens. Vous revendiquez quelque chose. Si vous avez quelque chose, vous constatez, vous applaudissez, mais vous dites que c'est toujours insuffisant. C'est ça le syndicalisme. Mais eux, pour pouvoir continuer la revendication, il faut informer la base. Comment ils vont faire pour informer la base? C'est en dehors de l'université. Et j'ai appris qu'ils ont pris des lois uniques là, des règlements uniques là, qui demanderaient que les gens se réunissent entre-temps sur les samedis ou en dehors de l'université. Je ne sais pas sur quelle chose ça peut se passer. Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'il faut qu'il y ait de la retenue au niveau de l'effort de sécurité. Là où viennent les ordres là. Je ne sais pas si c'est au niveau du ministère de la Sécurité, je ne crois pas que ce soit forcément au niveau du ministère IAC. Parce que le gars déjà il était sorti la dernière fois. Voilà, c'est ça. Ceux qui ont tiré, quand il y avait affaire de carburant là. Mais le gars, ils ont même publié des noms des forces de sécurité qui seraient des escrocs, qui seraient des arnaqueurs, tout ça là. C'est une première. Donc ce monsieur-là, il faut l'encourager. J'ai l'impression que les ordres viennent de partout dans ce pays. Non. Parce que le ministre, quand vous le suivez, d'abord quelqu'un qui a fait le droit, qui maîtrise les rouages du droit, et qui sait que demain, les gens peuvent tomber sous le coup de la loi. Mais la manière dont il fonctionne, c'est ça le fonctionnement. Et les étudiants, je le dis encore, ce ne sont pas des voyous. Les étudiants, ce ne sont pas des brigands, ce ne sont pas des vendeurs de drogue. La manière dont ils ont molesté, tapé ce monsieur-là, si c'est les images qui sont vraies, je crois que ces messieurs-là, le cordon-là qui a fait ce travail-là, demain, moi, c'est les gens que je respecte beaucoup. Ils doivent répondre de leurs actes. Voilà, effectivement. Et le pôle de commandement même doit aussi répondre de cet acte-là. Voilà. Vous êtes de cet avis? Sincèrement. C'est ce sont des voyous. Voilà. Bon, je crois quand même que pour revenir sur la sécurité, le ministre Yac, lorsqu'il était face aux élus du peuple, il a expliqué qu'ils ont déploré qu'il y ait eu mort d'homme le 28 février dernier. Donc ça veut dire que du coup, que ça cause fondamentalement un problème d'ordre, comme il le dit, qui donne l'ordre. Voilà. Mais le ministre a expliqué qu'il y a trois catégories d'intervention. C'est-à-dire, il y a la police qui intervient, il y a la gendarmerie. Lorsqu'ils sont débordés maintenant, il y a une troisième catégorie qui peut arriver. Pour rétablir l'ordre. Pour rétablir, c'est casser les clavicules, tout ça là. Non, ce n'est pas... Ce que le ministre a expliqué, ce n'est pas venir taper les clavicules. Non, ce n'est pas lui qui l'a dit. C'est pas... voilà. Mais maintenant, il a expliqué que, bon, ils ont déploré puisque c'est une balle perdue qui a tué ces manifestants. Voilà, c'est là où ce n'est pas bien. Et là, il a déploré cela, il a dit non, si ça continue ainsi, ce n'est pas bien. Et qu'ils sont en train de les enquêtes sont en cours pour établir la vérité et connaître celui qui a usé
l'arme pour tuer l'innocent. Donc, je me dis qu'aujourd'hui, ça pose vraiment, je rejoins un peu mon ami pour dire que ça pose fondamentalement un problème. Qui donne l'ordre? C'est ça le problème. Puisque si effectivement on respecte ces 3 catégories dont fait cas le ministre, je ne crois pas qu'il y aurait toujours... Puisque c'est hiérarchisé. Il y a la police qui est là, qui maintient, et on vous donne l'ordre. Lorsque vous arrivez, ne tirez pas. Et vous faites un blocus, ou bien, je ne sais pas, ils ont des termes. Mais lorsque vous arrivez, que ça déborde, voilà, il y a la gendarmerie qui vient. Après, lorsque la gendarmerie est débordée, voilà, il y a les forces de l'ordre telle de 3e catégorie qui viennent. Mais si on va jusqu'à user de l'arme pour tuer un individu, un innocent, c'est là où ça fait un peu, c'est difficile. Sinon, le ministre Yar, qu'il est quand même au front, vous voyez, c'est un monsieur qui connaît un peu la loi, comme Ambroise venait de le dire, il a fait le droit et il connaît les rouages. Il sait que, lorsque vous allez dans ce sens-là, ce n'est pas bien, donc il faut aller dans ce sens. Il y a quand même des consignes qui donnent à ces policiers pour ne pas déborder. Mais on comprend pas pourquoi toujours lorsqu'il y a manifestation, les gens débordent. Est-ce que c'est des sautes d'humeur de ces policiers ou bien gendarmes qui fait que, en fait, il y a toujours de ces problèmes, il y a tuerie d'hommes, il y a des victimes? Non. Donc c'est là où il faut un peu revoir les choses. Et que le ministre, il a été clair dans ce sens-là, et je crois qu'il est quand même à saluer. Mais il y a quand même des efforts qui doivent être faits dans ce sens-là. Rapidement, non, on va juste conclure en disant que quand on parle de maintenir l'ordre, le campus, vous voulez violer la fonction universitaire, il faut rétablir l'ordre. Il faut maintenir l'ordre. Mais quand vous êtes dépassé, il faut trouver d'autres mécanismes de protéger les étudiants ou de faire en sorte qu'il n'y ait pas de violence sur le campus. Voilà. Maintenant, on amène les gens pour rétablir. Et on m'a dit, quand ils viennent pour rétablir, quand on amène des forces pour venir rétablir, je vous dis que il y aura des clavicules qui vont casser, c'est ça. On va avancer dans le établissement de l'ordre. Donc il faut libérer les étudiants et éviter de violer les fonctions universitaires. Nous espérons que ça va se faire effectivement. Ouais. On va avancer dans les échanges. On va aborder cette fois-ci le second sujet de notre émission. Je parlais tantôt des réformes politiques, constitutionnelles et institutionnelles qui continuent de faire couler beaucoup d'encre et de salive au Togo. Interroge au journal de Vérité et Peuple titre, réforme constitutionnelle et institutionnelle au Togo. Le pouvoir et l'opposition divisés sur la question du consensus. C'est l'éternel problème. De quoi s'agit-il concrètement? Oui, il faut dire que depuis un certain temps, la classe politique dans son entièreté est divisée sur cette question de réforme constitutionnelle et institutionnelle, sur la création des communes, la création des communes sur lequel les députés devaient se plancher. Voilà. Les députés devaient se plancher sur la création des communes, sur le projet de loi sur la création des communes, je crois, le vendredi. Donc, il faut dire que c'est dans un méli-mélo indescriptible que le citoyen lambda suit un peu les acteurs politiques parce qu'on ne sait pas qui dit la vérité dans ce sens. Mais beaucoup de personnes jettent la sur l'opposition. Ah oui, bon, le problème est qu'aujourd'hui, nous avons écouté Christophe Tchao, le président du groupe parlementaire UNIR, sur une chaîne de radio. Il a expliqué qu'aujourd'hui, l'intention de UNIR, c'est de remettre le compteur à zéro. Ça dit faire fi du mandat. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il met dans remettre? Non, en fait, c'est selon ses propres termes. Voilà. Il a dit de remettre le compteur à zéro. Et que remettre le compteur à zéro, c'est quoi? Vous vous rappelez que le couple ANC a dit, avait introduit une proposition de loi à l'Assemblée nationale. Et cette proposition de loi a été ajournée par le président de l'Assemblée nationale, comme quoi il faut maintenant se référer à la commission de réflexion sur les réformes et autres. C'est une proposition de loi. C'est un projet de loi. C'est un projet de loi. Pour l'ANC a dit, c'est une proposition de loi. Maintenant, pour le truc de commune, là, c'est un projet. Donc, c'est une proposition de loi qui a été ajournée. Et bon, aujourd'hui, il semblerait qu'au sein de l'opposition et du pouvoir, il y a quiproquo, il y a malentendu sur la recherche de consensus. Bon, l'ANC, lorsque l'ANC a organisé une conférence de presse, ils ont dit clairement que eux, lorsqu'ils ont scruté la Constitution,
ils n'ont pas vu là où que la Constitution a parlé de recherche de consensus. Donc, du coup, chacun tire le droit de son côté. Parce que moi, je trouve qu'en politique, il faut toujours faire des concessions. C'est que l'ANC ne veut pas. Parce que pour l'ANC... Est-ce que le régime, les deux partis font des concessions? Il faut non, que ça se fasse de part et d'autre. Justement, c'est ce que le pouvoir a dit. Christophe, nous l'avons suivi. Il a dit non, qu'il faut rechercher le consensus. Oui, c'est-à-dire que vous acceptez... Ce ne sont pas des déclarations internationales. Je ne refuse pas. C'est-à-dire qu'il faut des actes. Eux-mêmes, ils ont dit, la proposition de loi, on accepte. On accepte, c'est-à-dire qu'on accepte de faire le consensus avant d'avaliser cette proposition de loi. Ouais. C'est-à-dire que nous acceptons que sur cette base, il ne faut pas que la loi qui serait votée soit personnelle, que ça soit une loi impersonnelle. C'est-à-dire qu'aux échéances futures, on donne la priorité à tous les Togolais de postuler à la haute fonction de l'État, c'est-à-dire la présidence de l'État. Mais c'est ce que l'ANC refuse, parce que l'ANC dit que lorsque vous introduisez une loi à l'Assemblée nationale, ce n'est pas au président de l'Assemblée nationale de la journée et que c'est le propriétaire de la loi de dire non, que bon, voilà, compte tenu de certaines contingences politiques, nous retirons. Donc là, le président de l'Assemblée nationale n'avait pas quand même la compétence d'ajourner cette loi. Bon, maintenant, le problème qui se trouve à ce niveau, c'est que selon l'ANC, c'est-à-dire que le groupe parlementaire UNIR veut maintenant faire feu de tout bois pour que la limitation de mandat, qu'il vote cela, que le scrutin uninominal à 2 tours, qu'il vote cela, mais maintenant que le président de la République, Faure Gnassingbé, qui est là aujourd'hui, peut toutefois se représenter aux échéances futures, c'est-à-dire en 2020. Voilà. C'est là où l'ANC dit non, qu'ils ne sont pas d'accord. Je vais rapidement conclure pour dire que il faut quand même se dire que vraiment c'est un problème très sérieux, c'est sur le terrain politique. Et sur le terrain politique, je le répète, il faut faire des concessions. Parce qu'on se rappelle qu'en 2015, lorsque l'opposition plutôt avait organisé une marche de protestation à la veille de la présidentielle, le pouvoir avait frémi. Et ils ont dit, venez, nous allons discuter pour rechercher la voie du consensus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais l'ANC a dit non, nous ne pouvons pas discuter parce que Faure Gnassingbé devait partir, il ne pouvait pas se représenter. Il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas empêcher Faure Gnassingbé de se représenter, mais il disait non, que Faure devait représenter. Ils l'ont fait exprès alors, selon vous? Non, je crois que c'est intention, c'est des gens qui sont en train de bloquer encore l'opérationnalisation de ces réformes tant voulues par le peuple. Et que, ça les arrange ici ou bien? Non, mais je ne sais pas. C'est peut-être un jeu et que lorsqu'ils seront toujours là-bas, ils vont bénéficier de certains atouts liés à l'opposition. Sinon, je trouve qu'on pouvait réaliser les réformes depuis, avant 2015, avant la présidentielle de 2015. Mais l'ANC a fait de tout bois pour les bloquer parce que Faure ne pouvait pas se représenter alors qu'il savait pertinemment qu'il ne pouvait pas empêcher Faure de se représenter. Voilà un peu le problème. Ambroise, vous partagez cet avis? Je ne partage pas son avis. Je crois que la vérité, il faudrait qu'on dise la vérité au peuple. D'abord, tout ce qui se fait là, qui a informé le peuple? Est-ce que le peuple est au courant de ce qui se passe? Vous allez voir qu'il y a une coïncidence entre le rajournement de la loi, de la proposition de loi ANC a dit, la sortie de M. Christophe Tchao sur les médias, et la sortie, après 2 ans de création, de cette fameuse commission qui doit réfléchir sur les réformes. Ça ne vous dit rien? Ce pouvoir ne fait rien sans analyse, sans calcul. Je l'ai toujours dit que c'est des gens qui fonctionnent à la manière parti communiste chinois. Et vous allez voir... C'est pas trop dur, hein? Non. Vous allez voir le Parlement, un groupe de parlementaires chinois était arrivé en tout temps. C'est-à-dire que... Quel est le rapport? Le rapport, c'est que la Chine n'est pas encore une démocratie. Je suis désolé. Parce qu'il y a des restrictions pas possibles là-bas en Chine. On ne doit pas calquer ce modèle. Si le Togo, les gouvernants togolais calquent leur modèle sur la Chine, c'est un raté. Alors qu'eux, ils se disent... C'est la réalité. Ils se disent qu'ils sont une démocratie. Le Togo n'est pas une démocratie. D'aucuns vous le diront qu'ils sont une démocrature. Une démocrature, c'est quoi? On présente l'habillage démocratique à l'extérieur, mais les contingences dictatoriales sont à l'interne. Ce qui se passe, c'est que le parti qui est au pouvoir n'a pas la volonté d'avancer en matière de réforme. Pourquoi vous le dites? Commission, je vais vous donner les éléments. La commission qui a été créée, au sein de laquelle se trouve
Madame Awanana, Kokoroko et autres, est créée, ça fait combien d'années? C'est bientôt 2 ans, depuis 2015. Cette commission n'a encore rien fait. Et il se dit même, on leur prête l'intention de vouloir faire des réformes aller en allant vers un septennat au lieu d'un quinquennat et qui pourrait permettre à Faure Gnassingbé de faire encore 2 mandats. Ça fait 14 ans. Ça fait 14 ans. Donc il va faire pratiquement, il tend vers son papa. Et secondo, on vous dit que c'est l'opposition qui a les manettes pour faire les réformes. On vous dira que seuls les députés unis ne peuvent pas le faire. Maintenant, qui peut ouvrir le consensus? Je ne vous dis pas qu'au sein de la commission même des lois, qui a suspendu la séance et qui a quitté la salle, c'est le président de cette commission qui est du Parti uni. Ça, c'est un. De deux, si vous voulez réellement qu'on fasse des réformes, vous n'allez pas vous arc-bouter sur le comportement d'un parti ou d'un tel. Vous pensez au peuple togolais. Quand on se rappelle, ces réformes ont été déjà discutées au sein des cadres. Le CPDC, par exemple. On vous a dit que l'ANC n'est pas arrivé, donc nous, on ne va pas aller. On ne va pas voter ça. Il y a eu Tego Télécom, il y a plusieurs... Je parle le cas juste du CPDC2. Voilà. Les réformes ont été discutées là-bas. C'est le parti même qui a convoqué ce dialogue. On vous dit que l'ANC n'est pas arrivé, il y avait l'UFC, il y avait Nicolas Rasson et autres. C'est pourquoi ça énerve toujours. L'ANC avait refusé parce que... Bon, pas l'ANC, l'UFC de l'époque refusait parce qu'il n'y avait pas... Si l'UFC avait refusé, voilà. Si vous, parti au pouvoir, vous pensez que ça fait du bien au peuple, pourquoi vous n'êtes pas allé à ces réformes-là? Oui, mais il fallait un truc consensuel selon la PG. Bon, ça encore, je vous donne l'exemple. Il fallait un truc consensuel selon la PG. Si vous parlez de consensus, la PG était quoi? La PG était un accord qui était considéré comme une Bible. Voilà un exemple de consensus que le pouvoir n'a jamais exploité pour pouvoir avancer. Oui, mais quand on me parle aujourd'hui de consensus, Daniel, laisse-moi aller. Quand on me parle, les gens qui sont pris partout, ils sont pris en étau. Ils parlent de consensus. Ils n'ont pas respecté le même consensus qu'ils ont comment vous l'appelez, qu'ils ont fait qu'ils ont établi dans la PG. Certains même vous le diront que la PG est caduque. Maintenant, les mêmes personnes vous parlent de consensus et vous allez prendre au sérieux. Le consensus, le plus large même, était contenu dans la PG. Est-ce qu'il ne faut pas avoir ce bénéfice du doute? Est-ce que s'ils ont fait des erreurs dans le passé... On ne peut jamais avoir, je vous dis... Mais en politique, il faut quand même... Moi, je dis, il faut le dire clairement. J'ai l'impression que... Moi, je prierai Faure Gnassingbé, le chef de l'État, de penser au peuple togolais. Ce peuple togolais a besoin à 85%. C'est 85% des Togolais qui veulent qu'on fasse des réformes. Mais j'ai l'impression que c'est des gens qui ne veulent pas quitter le pouvoir. C'est mon impression personnelle. Ils veulent juste rester parce que la peur, c'est de quitter ce pouvoir et de ne plus jamais le retrouver. Mais moi, j'ai dit, aucun régime n'est éternel. Voilà. Je cite souvent des régimes de bestialité romaine. Ces régimes qu'a dirigé Caligula, Néron, Galba, Claude, Tibère, c'est des tyrans. Est-ce qu'ils sont encore là aujourd'hui? L'histoire change. Changeons avec l'histoire. Laissons de bonnes impressions à l'histoire. Voilà. Tout ce monde-là, moi je mourrai un jour. Tous nous mourrons. Il y aura une autre génération qui viendra. Et peut-être cette génération-là va changer de méthode, va changer l'histoire du Togo. Mais si eux restent, ils ne veulent pas le faire, le cours de l'histoire va les aider à le faire. Et peut-être malencontreusement. C'est pourquoi je dis, nous sommes tous des Togolais. Nous voulons nous aimer les uns les autres et rester sur notre petit territoire. Mais ne soyons pas gourmands. Être gourmand au point de sacrifier l'avenir de toute une jeunesse, de toute une génération. Et Adema a fait combien dans les 38 ans? Faure Gnassingbé est venu, il fait déjà 12 ans. S'il fait encore 10 ans, vous allez voir que les gens sont aigris dans le pays. Les gens sont martyrisés. Les gens sont dans la misère. Ça se lit même sur les visages. Oui, mais vous ne dramatisez pas, c'est pas aussi... Je ne suis pas un dramaturge. Voilà. Je ne suis pas en train de me peindre en noir. Je sais qu'il y a des efforts qui se font. Voilà. Mais je vous dis que même cette réforme-là, juste la limitation du mandat et le scrutin en 2 tours, ça va soulager psychologiquement beaucoup de Togolais. Et c'est ça qui va donner un manger aux Togolais. Si ça changeait, je vous dis... Je vais vous poser une question, Ambroise. Est-ce que le problème des Togolais, c'est la... Aujourd'hui, c'est le RPT qui gouverne toujours. C'est le problème des réformes, voilà. Vous allez voir que vous ne répondez pas à ma question. À l'Assemblée nationale, il y a un président, c'est un classique du pouvoir. C'est Drama Damani. Vous connaissez ce monsieur. Vous allez au niveau de la primature, c'est Kassou Selom. Encore un autre dur. Voilà. Et vous laissez ce monsieur-là gouverner toujours au Togo. Il y a des mains morts. Mais ce sont des hommes. Mais on a l'impression qu'il y a des mains toujours vivants. Mais je vous jure et parjure
que même au temps d'Eyadema, les choses auraient bougé. Voilà. Autant voilà, en on va 89, permettre à la salle de revenir en rapidement. 87, quand Agbebo discutait avec Eyadema, Eyadema avait au moins, n'était pas hypocrite. Eyadema était flexible à un moment donné. Eyadema avait laissé le soin de créer la commission des droits de l'homme et de créer les partis politiques. Mais c'est ce que il avait concédé. Eyadema avait également. concédé. Et Uni ne fait pas Mais de j'ai concessions. l'impression que Faure est en train de jouer avec les Togolais. Voilà, on y va rapidement. Bon, C'est je dirais, l'impression, c'est l'impression. Je dirais à mon ami que vraiment, puisque de temps à autre, lorsqu'on se retrouve pour des débats, lorsque je parle de passion, il dit non, qu'il n'y a pas de passion. Mais je crois que là, il y a un peu de passion. Non, il n'y a pas de passion. Il est trop passionné. Écoute, attends, moi j'ai un ton. Voilà. Oui. Il ne faut pas que les gens confondent dans une passion. Voilà. C'est la vérité. Quand ce qui est vérité ne se cache pas. Voilà. C'est pas Parce que tu es devenu entre-temps un poète. On y va. Je dis. Ah, je ne sais pas reçu aussi. Ah non, Non, ouais, je dis très rapidement que lorsqu'on parle de consensus, ce n'est pas le pouvoir qui a refusé le consensus, mais l'ANC, je le dis et je le répète que c'est l'ANC qui a refusé le consensus. Parce que pour l'ANC, il faut que... Oui, moi je donne les preuves. Puisque pour l'ANC, il faut que ça soit une loi personnelle. C'est-à-dire que celui qui a déjà eu à briguer la magistrature suprême, il n'aura plus cette opportunité de se représenter. Et ils font référence à Faure Gnassingbé qui a déjà fait 2 mandats et il est maintenant en train de faire le 3e mandat. Donc, ce qui évoque un peu cette rétroactivité de la loi. Voilà un peu le problème. Sinon, l'ANC et le pouvoir, lorsque j'ai écouté de fond en comble le président du groupe parlementaire UNIR, il a bien expliqué. Je ne dis pas que j'épouse totalement, c'est des propos politiques. Voilà. Mais il y a quand même de la matière. Voilà, cette volonté se trouve à un niveau. Nous allons voter la limitation du mandat présidentiel. Nous allons voter le scrutin uninominal de tout. Nous allons revoir le redécoupage, créer des communes et autres. Mais qu'on donne la latitude à tous les Togolais de se représenter. Voilà là où le problème se trouve. Et il faut le dire au peuple. C'est ça le problème. L'ANC ne veut pas que Faure Gnassingbé il faut appeler Chacha. L'ANC ne veut pas que Faure se représente en 2020. C'est le véritable problème. Oui, c'est le véritable problème. Est-ce que vous n'avez pas l'impression... Non, moi je n'ai pas encore fini. Je n'ai pas encore fini. Voilà. Je n'ai pas encore fini. Donc, l'ANC ne veut pas qu'il se représente. C'est là où ça pose fondamentalement un problème. Et c'est là où le pouvoir parle de consensus. Il faut aller au consensus. C'est-à-dire que tu apportes ceci, j'accepte. Que ça s'arrange aussi le pouvoir de jouer à ce jeu parce qu'on va continuer à éterniser. Non, mais ce n'est pas ça le véritable problème. C'est-à-dire que vous faites cette concession, vous acceptez ceci, nous aussi on accepte ceci. Et là on va, c'est ça le consensus en fait. Lorsqu'on parle de consensus, c'est-à-dire que vous acceptez de ceci, et puis moi aussi je recule un peu, et puis là on s'entend sur une table de négociation pour aller au réformes. Là nous allons accepter, puisque ce que les gens, il faut que le peuple comprenne que pour voter une loi, le pouvoir unir seul ne peut pas voter une loi, parce qu'il faut les 4/5e, et que la voix de l'ANC aussi est tellement importante pour pouvoir voter. Voilà, Ambroise va réagir, on va revenir rapidement vers vous. Il faut aider ce pouvoir à bien gouverner. Il ne faut pas dire des balivettes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raconter des choses. Moi, quand ce pouvoir fait bien, je le dis. La dernière fois, je disais que j'étais vraiment mécontent. J'étais très content quand Faure Gnassingbé avait boudé la rencontre avec Netanyahou. Quand il y avait un problème entre les gardes là. Il a boudé pour rentrer dans son hôtel. Ça, c'est un monsieur qui représente la souveraineté de son État. Quand le monsieur fait bien, il faut le dire. Mais quand il joue... C'est cette erreur qu'on va les attendre. Je vous dis... On ne veut plus que ça. Non. Je vous dis qu'il y a des efforts qui se font. Oui, mais le sommet est là. Mais quand les choses touchent la politique et les réformes, les gens sont derrière. Je dis et je répète que quand vous ne dites pas la vérité aux gens, vous ne faites pas du bien à ces gens-là. Certes, le prélat là, c'est-à-dire quand vous voyez des gens sont en train d'être maltraités et que vous vous taisez, vous êtes du côté de celui qui opprime ou de celui qui maltraite les gens. Nous autres, de la manière dont nous on est constitués, nous ne voyons pas les injustices pour se taire. Je dis que Faure Gnassingbé a encore la possibilité de revenir pour gouverner ce pays. Je l'ai toujours dit. Faure Gnassingbé n'est pas âgé. Faure Gnassingbé peut partir. Ce n'est pas un problème de ANC, ni de ADI, ni de CAR, ni de UNI. C'est un problème de volonté politique qui décrypte la situation, le contexte politique, d'avancer vers la démocratie. C'est ça le problème du Togo. Et il y a des gens en 38 ans, je l'ai dit. Et il y a des gens en son temps en a fait, Mobutu en a fait, ça on le sait. Mais Faure Gnassingbé même étant venu
est déjà un problème pour les Togolais. Non, c'est pas... En tant que, pourquoi vous le en dites? tant que fils d'Eyadema, Non. Nyasingbe, je le dis. Est-ce qu'on pourra dire que c'est un problème pour tous les Togolais? Non, peut-être pour une partie des Togolais, pas pour tous les Togolais. Tout dépend de ce que tu veux comprendre. Voilà. Mais quand il est arrivé, il y a eu des morts. Les gens avaient pensé, les gens l'avaient accepté, qu'ils pouvaient faire mieux et sortir le pays de l'ornière en faisant les réformes politiques avec l'engagement de 2004 avec l'Union européenne. Cet engagement, je ne sais pas si c'est respecté à 90%. Maintenant, l'APG que les gens ont signé en 2006, quand les théories se sont produites et qu'il a concédé qu'il va faire les réformes, ça fait combien d'années? Ça fait 11 ans, il n'a pas fait. Mais comment voulez-vous qu'on applaudisse des gens de comportement? Aujourd'hui, je dis que si le parti au pouvoir, sans l'ANC, sans la DIC, tout ça là, veut faire des réformes, ils vont le faire. Et il suffit que Fon Nyasingbe tape du peu sur la plage. Messieurs, la preuve de la mauvaise foi. Eux-mêmes, ils ont envoyé un projet de loi à l'Assemblée. Ils ont rejeté. Ils ont rejeté. Ce qui est incongru, ce qui sort de l'entendement du fonctionnement normal d'une république. Voilà. Non, mais ça dans quel pays sommes-nous? Ça existe quand même. Mais écoute, ça n'existe nulle part, mon frère. Ça existe. Daniel, ça n'existe nulle part. Ça existe. Voilà. Et la vraie démocratie, aller en Inde, aller en Afrique du Sud. Voilà. Ça chauffe souvent, ça chauffe tous les jours au Parlement. Oui, mais Ambroise pose un problème très crucial. Hein. Il parle d'un problème crucial. S'il y avait vraiment cette volonté depuis 11 ans, le parti au pouvoir quand même pouvait organiser ses réformes. Oui, il faut dire quand même. Il avait 11 ans, plus de 11 ans. Oui, bien sûr, puisque lorsqu'on jette un peu un regard à la veille ou bien au lendemain de la mort de Feu et Adema, il y avait eu quand même des réformes qui se sont faites juste à quelques minutes. Ce que certains observateurs ont appelé... Il y a eu beaucoup d'exemples. Par exemple, pour lever l'immunité parlementaire du député Targone, ça s'est fait en quelques minutes. Il y a des minutes. Mais ici, c'est sur le terrain politique. On parle de réformes constitutionnelles et institutionnelles voulues par tout le peuple togolais. Eh bien, l'UNIR seul ne peut pas se lever et dire, voilà, nous acceptons ceci, ceci. Il faut quand même que... Non, à l'Assemblée nationale, ce n'est pas une assemblée monocolore, je suis désolé. Tu penses que quand il va dire... Non, ce n'est pas une assemblée monocolore. Cher ami, ANC, venez. Est-ce qu'ils vont refuser? Non, je crois que j'ai la parole. Je crois, fondamentalement, il y a un problème qui se pose, c'est-à-dire que... Il n'y a aucun problème. Non, le problème qui se pose à l'Assemblée nationale, c'est que ce n'est pas une assemblée monocolore. Il y a plusieurs tendances politiques. Il y a l'ANC, il y a l'ADI, il y a le CAR, il y a beaucoup de partis politiques. Donc ANC seul, ou bien UNIR seul, selon la Constitution, ne peut pas constituer les 4/5e pour voter une loi. Aujourd'hui, on parle de voter une loi pour baliser le terrain aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et vous pensez que UNIR seul peut accepter? C'est les mêmes qui diront que UNIR seul, c'est mis à... On va aborder le dernier volet de cette... On va aborder le dernier virage de cette émission. On va parler maintenant de cet article que titre à la une de son journal Dunia Le Monde. Il nous parle de cette fameuse affaire entre la nouvelle directrice de la Caisse nationale de sécurité sociale et son prédécesseur. Elle demande à ce dernier de rapporter 6 milliards. Il aurait, selon l'information donnée par le confrère Dunia Le Monde, détourné 6 milliards. Ambroise, vous avez quand même aussi eu l'info de cet article. Moi, j'étais même en train d'écrire un article à publier prochainement avant que le confrère ait fait ce travail que j'ai salué. Et vous savez, c'est la guerre entre les mêmes faucons. C'est-à-dire les mêmes pilleurs. C'est-à-dire ceux qui sont... Bon. Moi, mon problème, c'est qu'au moins si on reconnaît en quelqu'un ou en quelqu'un qui peut avoir la poigne de pouvoir mettre de l'ordre quelque part, on le reconnaît ça. Et hier, un monsieur qui m'a appelé, on était dans un débat à Radio Canada FM. Il m'a appelé, il m'a dit, mais la dame même, quand elle a quitté les impôts là, qui est venue mettre de l'ordre là-bas pour voir ce qu'elles ont dépensé, les audits, tout ça là. J'ai dit, allez poser la question à la dame elle-même. Moi, je ne suis pas Ingrid Davadé. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au moins, il y a quelqu'un qui veut remettre de l'ordre. La démarche est bonne quand même, si c'est effectif. C'est-à-dire que si ça peut faire des cas d'école ailleurs, dans d'autres institutions, ce serait bon. Sauf qu'on ne peut pas... Peut-être dans 2 ans, elle va quitter encore là-bas, on la met quelque part, elle va encore frapper là-bas. On me dira qu'il a des commandants à sa disposition, là, des colonels, tout ça là. C'est pas ça qui fait toujours ça. Mais ce qui me plaît de ça, Kofi Wala en a eu pour son compte. Elle a rencontré fille. Il a rencontré fille devant elle. Comme il ne va rien dire, il a rencontré garçon là. Au moins lui, il a rencontré fille. Parce qu'il y avait quelqu'un qui avait été nommé en 2016. Le gars, il refusait qu'il ne quitte pas. Donc il faut lui trouver une dame de fer, la tatière du Togo.
et qui est allé sans management et l'a délogé. Je crois qu'il y a une guerre entre ces gens-là. Parce que de la manière dont même les choses sont passées, moi je vais revenir sur ça, j'étais même en train de finir mon article, et que le confrère a sorti ça, il y a une guerre même entre les gens là. D'abord, Kofi Wala n'est plus... Kofi Wala, ça fait plusieurs mois que les journaux réclament son départ. Ouais. Et il faudra écouter... C'est le travail des journaux de réclamer son départ. Oui, ce n'est pas le travail des journaux, mais c'est le travail... Oui, mais si on a des institutions c'est le travail de la presse critique. Voilà. Après investigation, si vous voyez qu'il y a un problème, c'est la presse qui relaie ça. Et dans tous les pays démocratiques au monde, quand la presse sort quelque chose, il y a immédiatement une enquête qui se produit. Voilà. En Afrique du Sud, aux États-Unis, partout. Oui, mais la presse ailleurs ne demande pas la démission de certaines personnes. Ils font un travail de fond pour voilà. Sauf que ici, dans le contexte togolais, vous allez voir dans 3 mois, M. Kofi Wala est devenu conseiller chef de l'État. Et souvent, on vous dit que quand il est conseiller comme ça, là, ils sont plus surveillés. Ils sont plus surveillés. Comme Léa Yassor, tout ça. Là. Ils sont plus surveillés à la présidence là-bas. Okay. C'est-à-dire qu'il faut l'avoir sous les yeux pour ne pas le laisser faire des gondes, n'importe quoi. C'est ce qui se dit souvent. Mais ici, je dis que lui n'en a eu pour son compte. Le gars, il a été plusieurs fois ministre. Oui. Il est pendant longtemps DG. Et c'est l'argent du contribuable togolais qui est là-bas. Oui. Que les gens siphonnent à merveille. 6 milliards quand même pour construire une société. Ce 6 milliards-là, c'est ce que vous êtes, c'est ce qui est connu. Voilà. Mais ce qu'ils ont fait, des recrutements biaisés, des bidonneries qui sont produits là-bas, on ne vous dit pas. Donc, c'est dire que cette histoire-là doit faire cas d'école dans les autres institutions parapubliques du Togo. Parce que je crois que c'est une institution parapublique, c'est-à-dire qu'il y a une autorité de gestion. Donc, il faudra qu'il y ait d'autres Ingrid Awade, même si moi j'ai des choses à reprocher à cette dame, je viens de le dire, qu'il y ait d'autres personnes comme cela, mais il n'appartient pas à elle de... Ce n'est pas son rôle en réalité. C'est le rôle des institutions spécialisées de cette République. Le parquet, il y a la Cour des comptes, il y a l'inspection générale des trésors. C'est les gens. Mais comme ces messieurs-là, tous, je ne dis pas qu'ils sont mouillés. C'est des gens qui ont souvent peur de réagir devant tel monsieur. Parce que le garde dit que c'est Yadima qui m'a nommé. Yadima doit se réveiller de son tombeau pour venir me déloger. Donc il a trouvé quelqu'un qui n'est pas décédé, revenu, mais qui est vivant, qui l'a fait partir. Voilà la réaction. Donc c'est dire quand même que... Voilà. Fon Yansingbe a eu le courage de le déloger, mais sauf que quelqu'un qui va aller le faire partir, il a trouvé peut-être la bonne personne. Mais ce que je demanderais, à ce qu'il se fasse là-bas, il ne faut pas qu'il y ait des grabuges aussi, à son arrivée là-bas. Elle est toujours à la DESI, elle est toujours ici. Il faudrait qu'on cumule de postes. Oui, elle est plus à la DESI. Bon, il faut qu'on nomme quelqu'un là-bas à la DESI, qu'elle s'occupe de là et j'aurais appris des choses qui sont en train de se faire de façon intéressante là-bas, mais je ne voudrais pas qu'il y ait aussi trop de régionalisme dans cette histoire-là, parce qu'on se connaît dans ce pays. Et si elle fonctionne de la manière la plus républicaine, nous serons là à l'applaudir. Voilà. Mais si éventuellement on sentait qu'il y ait de l'ethnicisme, du régionalisme, on écarte des gens, et que on met d'autres, voilà. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'au moins Kofi Wala soit parti. Voilà, on y va. Oui, c'est ce qui est intéressant. Je dis que vraiment ce qui se passe à la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est l'image, ça dénote un peu de la gestion approximative des sociétés para-étatiques. Ça ne fait pas sérieux. Je crois que ce qui a manqué là-bas aujourd'hui, c'est que, entre-temps, la Cour des comptes, les institutions n'ont pas joué leur rôle. Je dis, c'est l'impunité. De cette impunité-là, on parle chaque jour. De cette impunité-là, on parle. Ça dit que Fort même est entouré de ces gens-là qui sont plongés, en quelque sorte, dans cette... de la nécessité de faire des réformes. Justement, on fait les réformes. Ici, on parle des réformes politiques. Ce n'est pas en limitant les mandats qu'on va faire ça. On parlait de limitation de mandats. Oui, mais si, par exemple... Les réformes économiques se font. Les réformes même englobent tout. Passons par le constitutionnel et institutionnel. Ça va bien sûr. Également, quand on parle de ça, mais il y a les réformes économiques qui se font. Lorsqu'on a créé l'OTR aujourd'hui, on a engrangé un peu de sous dans les caisses de l'État. C'est des réformes économiques. C'est pas la vie des personnes à vie
focaliser sur la En tout question, cas, ça voilà. c'est leur point de vue, chacun est libre. Mais je crois que ce qui se passe là-bas fondamentalement, moi personnellement, je salue la Oui, dame mais là. s'il y avait par exemple des, genre, entre griffes, hein, s'il y avait quand même des institutions fortes, c'est pas à Mme Ingrid d'avoir dit. Bien que, sûr, voilà, c'est c'est-à-dire- que ces institutions-là n'ont pas voulu le faire et elle l'a fait à leur ça veut dire place. qu'elles ne sont pas fortes. c'est Donc pas je crois compétent pour faire ce que travail. non, ce n'est pas. C'est qu'au moins elle a commencé. Voilà. Ça veut dire que quelqu'un va. C'est une certaine exemplarité que les autres sociétés vont copier pour lorsque. Et puis moi ça me pose un problème aussi, le problème de appel à candidature. C'est-à-dire que lorsqu'on vous nomme quelque part, c'est-à-dire que c'est tel, comme Ambroise venait de le dire, c'est Yadema qui m'a dit de venir rester ici. Tant que Yadema est mort, là, il faut aller réveiller Yadema pour qu'il vienne. Non, ça doit cesser. Lorsqu'on fait un appel à candidature, c'est-à-dire que vous êtes choisi sur la base de compétences. Et vous ne faites pas plus que 2 ans. 2 ans renouvelables, comme ça s'est passé entre-temps à la société. Oui, c'était bien. Parce que, comment il s'appelle, Djeteli est venu sur la base de appel à candidature. Il a fait 2 ans renouvelables, et après les 2 ans, il est parti. Quand bien même il y a des problèmes aujourd'hui. Kakati qui est là-bas aujourd'hui nous plonge dans, comment on appelle ça, dans l'obscurité. C'est parce qu'il est là, il n'a pas été... Revenons. Donc maintenant, problème, non, voilà. ça c'est une parenthèse. Bon, maintenant, voilà. il faut dire que ici, ce que moi j'aurais appris, ça m'a beaucoup intéressé, c'est que la dame même a demandé à ce qu'on arrête les ventes des villas de la société. Ça veut dire que c'est très bien. Il faut que maintenant la caisse rentre dans ses fonds. Et elle a même précisé que ça serait avec un taux de 6,4%. Donc ça fait tellement... Bon, c'est quand même bizarre. Quelqu'un qui arrive à la société, c'est ça. Lorsque vous êtes là et que vous durez, il a battu vraiment le record de longévité. Donc vous allez confondre votre patrimoine au patrimoine public. Voilà un peu ce qui se passe. Donc je crois que moi je jette quand même des fleurs à la dame là. Ce n'est pas trop de le dire, mais il faut que dans d'autres sociétés où il y a toujours de ces malversations là, que quelqu'un aussi puisse au moins un grand matin lever le doigt pour dire que, Haro, il faut faire des comptes. Voilà. Merci à vous, Alassane Antaro, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Vérité des Peuples. Ça se passe bien dans votre rédaction? Oui, très bien, et parfaitement. Voilà. Nous sommes à notre numéro 101. Voilà. Ce n'est pas rien. Voilà. Donc, et nous allons fêter notre anniversaire, 5e anniversaire, très bientôt. Nous y serons conviés, c'est ça? Oui, ça veut dire que le journal a grandi. A grandi, effectivement. Ouais, merci bien. Merci également au directeur de publication du journal The Guardian, Ambroise Pondio, d'être passé sur ce plateau. Ça se passe également très bien dans votre rédaction. Oui, relativement. Voilà. On remercie Dieu. Voilà. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne, pour un nouveau numéro de votre émission Le Point. Au revoir.